Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur comment optimiser l'aménagement de son poste de travail. Ce webinaire va durer une petite heure et il va être présenté par trois ergonomes de la mienne. Donc, moi, je suis Estelle et je vais vous présenter la première partie de ce webinaire. Alors, on va aborder les thématiques suivantes. Donc, au niveau du sommaire, on va aborder la fatigue visuelle, les troubles musculo-squelettiques, l'installation en poste de travail et on finira par la sédentarité. Donc, au niveau de la fatigue visuelle, donc on voit que l'exposition prolongée face à un écran peut avoir des conséquences négatives sur nos yeux. En effet, face à un écran, le nombre de battements des paupières en fait se réduit, ce qui augmente le risque de sécheresse oculaire et donc effectivement de la fatigue ou encore des difficultés à passer d'une vision de près à une vision de loin. Donc, la première étape, en fait, c'est de faire un contrôle au niveau de sa vue pour réadapter ou adapter, on va dire, des verres correcteurs. Donc, dans l'idée, on prend assez rapidement, on va dire, un rendez-vous chez l'ophtalmo pour pouvoir déjà écarter cette problématique-là. Ensuite, la fatigue visuelle, au sein de son poste de travail, on va essayer de privilégier un éclairage naturel, mais également un éclairage artificiel. Et effectivement, quand l'environnement s'y prête, on essaye, entre guillemets, de trouver une homogénéisation entre ces deux éclairages. Au niveau de l'écran, on essaiera de toujours le positionner de façon perpendiculaire aux entrées de prise de jour, donc au niveau des fenêtres. Et surtout, on évitera l'écran face au mur. Et ensuite, la distance œil-écran pour limiter cette fatigue, en fait, elle équivaut à un bras tendu face à soi. Donc, c'est ce qui permet d'avoir la bonne distance entre l'œil et l'écran et de limiter cette fatigue visuelle. Et en même temps, on pensera à régler le contraste et la luminosité de nos écrans ou de notre écran. Et ensuite, on pensera surtout à faire des pauses visuelles. Alors moi, j'appelle ça un peu la règle des 3 fois 20, c'est-à-dire qu'on va faire ça toutes les 20 minutes pendant 20 secondes à plus de 20 pieds, ce qui équivaut à peu près 6 mètres. Donc dans l'idée, c'est d'essayer de le faire régulièrement, quitte à se mettre une petite alarme avec son téléphone pour évidemment essayer d'aller regarder à l'extérieur. Pour les troubles musculo-squelettiques, donc les troubles musculo-squelettiques sont des pathologies multifactorielles à composantes professionnelles. Effectivement, donc elles touchent l'appareil locomoteur et elles vont, entre guillemets, nous provoquer des douleurs, des raideurs ou de la perte de force. Donc elles vont effectivement toucher tous les tissus mous, donc les muscles, les tendons, les nerfs, les membres supérieurs et la colonne vertébrale. Ce sont des maladies, on va dire, qui commencent à impacter le quotidien de beaucoup de personnes. Donc, il faut être sensible à ça et surtout faire en sorte de le prendre assez tôt. Souvent, notre corps parle. C'est souvent les sollicitations biomécaniques et en tout cas les douleurs qui en ressortent qui doivent nous alerter. Effectivement, dans les troubles musculo-squelettiques, comme on disait tout à l'heure, c'est multifactoriel. Donc, il y a différents facteurs de risque à prendre en compte. Auquel cas, là, vous voyez le schéma qu'on a devant nous, c'est ce qu'on peut appeler un petit peu une boucle et auquel cas, on va essayer d'aller voir un petit peu dans les différentes sphères du travail, là où ça peut poser problème et comment agir. Donc, on voit qu'au niveau des stations biomécaniques, donc là, ça va contraindre les gestes qu'on effectue, l'amplitude de nos mouvements, est-ce qu'ils sont répétés ou pas, est-ce qu'ils demandent de la force. En corrélation, on va venir voir un petit peu le contexte dans lequel on travaille, la structure dans laquelle on est qu'on est sur un bureau partagé ou pas, l'environnement de travail, l'ambiance, les collègues. Et ensuite, on va aller voir aussi un petit peu la sphère de l'organisation du travail. Combien de temps on a pour réaliser cette tâche-là? Est-ce qu'on a 1 heure, 2 heures? Est-ce qu'on travaille toujours sur la même tâche? Est-ce qu'on peut varier un petit peu les tâches de travail de façon à s'organiser? On va aussi prendre en compte, bien évidemment, les facteurs individuels, si on est un homme, si on est une femme, notre âge, notre expérience professionnelle, mais également dans la sphère personnelle, est-ce qu'on fait du sport ou pas, et effectivement, le train de vie en soi qu'on peut avoir. Et ensuite de ça, on va aller s'interroger sur la charge de travail, comment les infos, on va les traiter, comment on les mémorise, est-ce qu'elle est plus ou moins conséquente, est-ce qu'on peut compter ou pas sur des collègues, est-ce qu'on peut avoir de l'entraide ou une collaboration, suivant la charge de travail et suivant l'aide ou pas qu'on peut avoir de la part de nos collègues, ça peut effectivement engendrer un certain stress. Le stress, dans sa définition, c'est un déséquilibre de perception entre les contraintes qui nous sont imposées et la perception de ses propres ressources. Et selon l'OMS, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
Donc ensuite, on va passer sur la posture de travail. Alors effectivement, hein, c'est un ensemble de paramètres et cette posture de travail, elle va dépendre un petit peu des équipements qui vous sont alloués et des différents caractères qu'on a vus précédemment, notamment la luminosité. Hein. Effectivement, en suivant où est positionné son plan de travail, il va falloir venir jouer avec la lumière. Il va falloir voir si on n'a pas de reflets, de contraste ou des éblouissements sur les écrans. Donc ça dépend du matériel aussi qu'on a par rapport effectivement à notre écran. Est-ce qu'il va se régler ou pas par rapport à la bonne hauteur au niveau de nos yeux? On a le matériel qui nous est alloué par rapport à notre bureau, notre plan de travail, notre siège. Est-ce qu'il est réglable? Est-ce qu'il y a des accoudoirs? Toutes les périphériques aussi également, donc par rapport à un clavier, par rapport à une souris. Donc effectivement, on peut ne pas avoir tous le même matériel à disposition. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, ça peut apporter quelques petites contraintes. Effectivement, par rapport à la nature de la tâche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, nos caractéristiques individuelles et puis effectivement l'organisation du travail. Donc le tout, c'est d'arriver toujours à trouver une posture entre guillemets adaptée. Donc on recherche un réel compromis au niveau de notre installation et on va voir sur la suite de ce webinaire les différentes étapes pour qu'on arrive à trouver des compromis et de pas forcément trop se mettre en difficulté et d'atteindre de notre santé. Donc, dans l'idée, c'est quoi? C'est d'agir le plus en amont possible. Quand on commence à avoir des petits inconforts ou des petites gênes, c'est entre guillemets les premiers facteurs d'alerte. Et c'est de se dire, effectivement, dans la petite boucle qu'on a vue tout à l'heure, c'est à un moment donné, quels sont les facteurs qui peuvent me poser problème et de faire en sorte de traiter le mal ou entre guillemets les gènes très précocement. Puisque sinon, on va voir que dès l'instant où on arrive sur une phase de douleur, c'est quelque chose qui peut réellement vous gêner au quotidien. Et dès l'instant où on part sur une pathologie, voilà, c'est des choses que vous ramenez à la maison, qui peuvent vous empêcher de dormir, qui peuvent être compliquées à gérer au quotidien, même sur votre poste de travail. Au niveau de la prévention, c'est d'agir dès l'instant où on commence à avoir les premiers signes d'inconfort. Donc voilà, donc après, je vais passer la parole à Émilie, qui va vous démontrer un petit peu comment bien s'installer à son poste de travail. Et puis la question, est-ce qu'on s'installe bien? Merci à vous. Bonjour à tous, j'enchaîne avec l'installation au poste de travail. Donc nous allons maintenant voir comment bien s'installer correctement en réglant son siège et en disposant des différents outils techniques. L'objectif qu'on va se fixer ici, c'est d'atteindre une posture de moindre inconfort. Donc déjà, il faut savoir que la posture de confort en tant que telle n'existe pas puisqu'on va être sur une posture qui restera de toute manière statique. Or, le corps est fait pour être en mouvement, donc une posture statique n'est jamais confortable à long terme. On observe souvent donc cette posture inconfortable, j'ai tendance à appeler posture en Z ou en éclair, donc la posture de gauche, où là on voit bien que la personne est penchée en avant, donc on a des problématiques qui peuvent apparaître au niveau cervical, au niveau du dos, et puis on a des angles fermés. La respiration va être moins bonne, la digestion va être gênée, la circulation sanguine également. Donc on va plutôt essayer de se rapprocher de cette posture de moindre inconfort qui est beaucoup plus ouverte, où on a un maintien du dos, on a un maintien des bras, où les angles sont beaucoup plus ouverts et donc la circulation du sang, l'oxygénation, l'élimination des déchets va se faire de manière plus favorable. Ce n'est pas à vous de s'adapter forcément au matériel, on va voir après qu'il faut les bons outils et les utiliser correctement pour arriver facilement à cette posture de moindre inconfort. Premier outil, c'est le plan de travail. Votre bureau doit être déjà stable, c'est préférable. D'une profondeur minimum de 80 cm, ça va nous permettre de positionner à une distance confortable l'écran, le clavier, la souris, tout en bénéficiant encore d'un espace pour l'appui des bras éventuellement. Une hauteur réglable, idéalement. Donc les bureaux électriques se démocratisent de plus en plus. Bon, je sais que ce n'est pas encore partout. Les bureaux standards actuellement ont une hauteur entre 72 et 74 cm, ce qui convient généralement pour trouver une position adaptée. On verra lors du réglage de siège, on va adapter le réglage de la hauteur de l'assise par rapport au bureau s'il est fixe et on viendra combler si nécessaire par un repose-pied. On en parlera tout à l'heure. La surface de votre bureau, donc c'est vraiment la largeur, on va dire, disponible, elle est très dépendante selon votre activité, selon le matériel qui est nécessaire sur votre poste. Si on a un écran, deux écrans, trois écrans, si on a une imprimante, un scanner et des choses comme ça, plus on va avoir besoin d'outils, effectivement, plus la taille du bureau devra s'adapter. L'espace libre sous les jambes est également très important. On doit pouvoir s'installer face à son écran et les jambes dans le prolongement pour éviter de placer la poubelle, le sac à main, des archives. Enfin, on voit toutes sortes de choses, parfois les caissons des bureaux qui peuvent être gênants. Et donc, il faut s'assurer de pouvoir vraiment positionner les jambes sous le plan de travail.
Comme on disait tout à l'heure, les postures statiques ne sont pas recommandées puisque le corps est fait pour bouger, pour être en mouvement. L'idéal, ce serait donc de pouvoir alterner de posture. Donc, si effectivement vous disposez d'un bureau électrique, ça sera facile, hein. Vous pourrez régler la hauteur de votre bureau et passer facilement d'une posture assise à une posture debout. Si ce n'est pas le cas, on peut essayer de réfléchir à quelles tâches peuvent être faites en position debout, par exemple sur un petit plan de travail annexe, ou alors s'installer facilement si on travaille sur portable sur une table plus haute. Voilà, il faut réfléchir un petit peu à son organisation de travail. On peut aussi passer des appels téléphoniques en position debout si on a un casque, si on n'a pas besoin de son ordinateur, faire de l'archivage en position debout. Voilà, il faut essayer de trouver des petites tâches qui vont nous permettre de casser la posture assise, en quelque sorte. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on va utiliser un repose-pied si le bureau n'est pas réglable en hauteur et qu'on n'a pas suffisamment d'appui au niveau des pieds. L'important va être vraiment, dans ces deux positions, qu'on soit assis ou debout, de trouver un appui des bras qui a un angle à peu près à 90 degrés au niveau du coude. Avoir un bon siège ne va pas suffire si les réglages ne sont pas disponibles, donc si ce n'est pas vraiment un bon siège pour le coup, et surtout si les réglages ne sont pas utilisés, s'ils ne sont pas adaptés à l'utilisateur. Très souvent, lors de nos interventions en entreprise, on va se rendre compte que les sièges disposent des réglages, mais que les utilisateurs ne savent pas les utiliser. Donc, il est vraiment important en premier lieu de vous familiariser avec les réglages de votre siège, de les repérer tout simplement. Il y a des manettes, s'il y a des manettes, elles servent à quelque chose. Donc, essayez de toucher un petit peu à tout, d'être curieux sur leurs actions. Et puis, surtout, consulter la notice de votre siège si vous en avez une. On va vous montrer ensuite, par une petite vidéo, comment les utiliser. Sachez qu'en cas de renouvellement de siège, il est conseillé de le tester avant achat et surtout donc choisir un siège qui dispose d'un certain nombre de réglages. Pour vous aider, vous pourrez cliquer, si vous le souhaitez, dans le lien en dessous de la vidéo qu'on vous mettra. Vous pourrez accéder à une charte et à une liste de fournisseurs qui sont en capacité de vous prêter des sièges qui répondent à un certain cahier des charges. Donc ça peut être une garantie d'acheter quelque chose qui va être bien utilisé et qui va être bien adapté à vos utilisateurs. Voilà, donc on va passer sur la vidéo de réglage du siège. Pour régler votre siège de bureau, la première étape va consister à regarder, comme on le disait, tous les réglages disponibles sur votre siège. Donc pour cela, je vous invite à vous mettre en dehors de votre plan de travail et de regarder attentivement les différentes manettes que vous pouvez apercevoir. Alors certains réglages n'auront pas de manette, mais on vous expliquera comment les trouver. Et s'il y a des manettes, c'est qu'il y a des réglages. Donc la première chose à faire va être de régler la hauteur de l'assise. Donc pour cela, vous allez vous asseoir sur votre siège, bien au fond, et vous allez chercher la manette sur la droite. Voilà, généralement c'est sur votre droite, et vous allez pouvoir ajuster la hauteur pour avoir les jambes bien à l'horizontale et les pieds bien en appui au sol. Cela nous permettra donc de bien ressentir le dossier et régler celui-ci correctement. On verra tout à l'heure, quand on retournera au plan de travail, qu'on réajustera cette hauteur-là. Mais pour le moment, les pieds bien à plat au sol et les cuisses à l'horizontale. Nous allons maintenant pouvoir régler la profondeur d'assise. Donc la première chose à vérifier est que cette profondeur n'est pas trop importante. Si votre assise vient en butée à l'arrière de votre genou, cela va vous gêner. Vous allez avoir tendance à vous décaler et à vous asseoir au bord du siège. Ainsi, votre dos ne sera plus maintenu par le dossier. Donc si votre profondeur d'assise n'est pas réglable et que votre siège est comme ça, il va falloir changer de modèle de siège. Ça veut dire que votre siège est trop grand. En revanche, si votre assise est réglable, vous allez pouvoir l'ajuster. Donc c'est généralement une manette sur la gauche sous votre assise, donc soit qui dépasse, soit qui est intégrée à votre assise. On a parfois également une manette qui se situe à l'avant du siège en forme de fil, un petit peu comme dans les voitures. Voilà, donc vous allez pouvoir ajuster cette profondeur d'assise jusqu'à ce que vous puissiez placer 3-4 doigts à l'arrière du genou. Voilà, il faut que le genou soit libre. Il ne faut pas non plus que l'assise vous arrive à mi-cuisse, sinon on va avoir tendance à glisser. Une fois que vous avez réglé votre assise, on va s'attarder sur le dossier. Donc le dossier de votre siège a généralement une forme un petit peu bombée sur le bas, voilà, c'est ce qu'on appelle le renfort lombaire. Et il va être important que ce renfort lombaire puisse s'adapter à votre creux lombaire. Donc nous avons souvent possibilité de monter, de régler ce dossier pour faire coïncider le renfort lombaire avec le creux lombaire. Sur ce siège, Estelle a manipulé une manette à l'arrière du siège. Parfois il y a des boutons aussi qui sont accessibles. Parfois on ne voit rien du tout, mais le siège a un système de crémaillère intégré, le dossier en fait. Donc vous allez pouvoir tirer sur votre dossier et il va pouvoir monter de cran en cran jusqu'à atteindre un dernier cran qui permettra de le rabaisser totalement. N'hésitez pas à faire l'essai sur votre siège.
Certains modèles ont également un réglage du renfort lombaire en intensité, dirons-nous. Donc c'est la petite manette que l'on voit sur la droite du siège du dossier, voilà. Et il va permettre de régler l'intensité du renfort lombaire et de s'adapter plus ou moins à la cambrure de l'opérateur. Un autre réglage est disponible pour le dossier, c'est la bascule de celui-ci. Le dossier peut être en position fixe ou en position bascule. On va vous conseiller plutôt la position bascule, tout simplement pour créer un petit peu de mouvement finalement, de changement de position, là où on veut, comme vous l'avez compris, éviter les postures statiques. Ce réglage, il est disponible souvent côté gauche pour débloquer le dossier, donc c'est une manette on-off je dirais, donc voilà, d'un côté le dossier est fixe et quand on change la manette, le dossier se libère. Et ce réglage-là est associé à un deuxième réglage, puisque la tension de ce dossier doit être adaptée à votre morphologie. Il doit pouvoir vous soutenir et vous accompagner dans vos mouvements sans vous pousser vers l'avant ou que vous partiez vers l'arrière. Ce deuxième réglage, c'est très souvent une manivelle ou une manette où on a un petit plus, un petit moins. Donc on va venir tourner la manette vers le moins pour assouplir le dossier et vers le plus pour le durcir. Faut pas hésiter à faire plusieurs tours pour se rendre compte de la différence. L'objectif est de trouver le réglage où, quand vous êtes relâché dans votre dossier, vous êtes maintenu en position droite ou légèrement vers l'arrière. Et quand vous souhaitez vous étirer ou basculer vers l'arrière, vous allez pouvoir facilement changer de position. Sur certains modèles de siège, cette manette est plutôt positionnée en dessous le siège, une grosse molette où on va tourner vers la droite ou vers la gauche pour régler la tension du dossier. Donc n'hésitez pas pareil à faire plusieurs tours pour voir un changement dans les réglages. Premier point, si votre siège n'a pas d'accoudoir, ce n'est pas dramatique, on verra qu'on va pouvoir trouver un appui au niveau du plan de travail après. Si votre siège dispose d'accoudoirs mais qu'ils sont fixes, il faudra vérifier qu'ils ne soient pas gênants au moment où vous vous asseyez. Des accoudoirs fixes qui vous empêchent de vous approcher de votre plan de travail vont être vraiment problématiques et soit vous pouvez les démonter, dans ce cas-là on vous le conseillera, soit il faudra changer de modèle de siège. Dans notre cas, nous avons des accoudoirs avec différents réglages. Premier réglage est l'écartement de ceux-ci. On va les régler au plus près de soi pour éviter d'écarter les bras lorsqu'on va se positionner. On va positionner nos bras sur l'accoudoir. Souvent, c'est des manettes qui sont à la base des accoudoirs. Ensuite, nous avons des réglages de la hauteur des accoudoirs. Donc là, on va venir tout simplement pour pouvoir positionner notre coude en appui sans que cela rehausse l'épaule ou sans avoir besoin d'aller chercher l'appui. Donc vraiment, c'est à peu près un angle de 90 degrés au niveau du bras et de l'avant-bras. Ensuite, parfois sur certains accoudoirs, mais ce n'est pas le cas sur ceux-ci, vous allez avoir d'autres réglages d'orientation des accoudoirs. Ne pas hésiter à les orienter légèrement vers l'avant pour suivre le mouvement naturel de vos bras quand ils vont aller vers le clavier. Maintenant que vous avez donc bien réglé votre siège, on ne va plus toucher au réglage, on va éventuellement juste ajuster la hauteur d'assise si on a un plan de travail fixe. Dans le cas où on a un plan de travail réglable, c'est plutôt celui-ci qui va venir s'ajuster à la hauteur à peu près des accoudoirs finalement. Un plan de travail réglable, électrique ou à manivelle. Dans notre situation, on a un plan de travail qui est donc fixe, donc c'est plutôt la hauteur d'assise qui va venir s'ajuster pour qu'Estelle ait une bonne position. Là, quand elle s'avance et qu'elle positionne ses bras, on voit qu'elle a une petite tendance à écarter les bras et à remonter les épaules. Voilà, elle est un petit peu basse. Donc elle va pouvoir ajuster la hauteur de son siège pour libérer cela. Voilà. Dans cette position, les bras sont plus libres, mais on voit qu'elle a une petite tendance à s'affaisser sur le plan de travail et à décoller le haut du dos du dossier. Donc je pense que là, l'assise est un petit peu haute. Donc il s'agit de trouver la bonne position. Voilà, il ne faut pas hésiter à ajuster correctement ce réglage. Il est très important parce que voilà, il doit vous permettre d'avoir un appui, un soutien des bras, le plus en aplomb possible de l'épaule. Un appui donc qui va vous permettre de soulager les tensions au niveau cervical et trapèze. Et là, on voit que celle a trouvé le bon réglage puisque ses bras sont en appui et son dos est bien calé dans le dossier. Et si elle se relâche complètement, elle est bien maintenue et en haut du dos, en bas du dos et au niveau des bras. Le point important va être vraiment d'avoir un bon appui au niveau des avant-bras. Donc soit on va le trouver sur les accoudoirs qui sont correctement réglables, soit on va le trouver sur le plan de travail. Donc pour cela, il faut pouvoir s'approcher de son plan de travail. Donc si vos accoudoirs sont fixes, non réglables et qui vous empêchent de vous approcher de votre plan de travail, il faut pouvoir les supprimer. Donc soit carrément les démonter si c'est possible, soit changer de modèle de siège. Dans le cas où vous n'avez pas d'accoudoir, donc là par exemple on va les escamoter, n'hésitez pas à vous avancer très proche de votre plan de travail pour trouver un appui sur celui-ci. Voilà, et donc la hauteur de l'assise permettra d'ajuster cet appui comme on l'a déjà vu.
Maintenant que vous avez réglé la hauteur de votre siège pour être confortablement installé, notamment au niveau des avant-bras, pour que les avant-bras soient bien en appui, il peut arriver que vous n'ayez pas un appui très franc au niveau des pieds. Donc le siège a été remonté à une certaine hauteur et vous avez tendance aussi à caler vos pieds sur les roulettes pour compenser ce manque d'appui ou tendance à glisser un petit peu de votre siège. Dans ces cas-là, il est conseillé d'utiliser un repose-pied. Cet outil va permettre de pouvoir recréer un appui franc au niveau des pieds et également un appui incliné qui va vous permettre d'aller vous caler bien au fond de votre dossier. Donc là, le dos reste bien en appui au fond du siège et on n'a plus tendance à glisser. Une fois dans cette position, donc naturellement votre clavier va venir sous vos mains. C'est pas vous qui allez chercher le clavier, mais c'est bien lui qui va venir se déplacer. Dans le cas où il est un petit peu haut à l'arrière, si les taquets sont en place, n'hésitez pas à les enlever. Plus le clavier est fin et moins vous allez solliciter les poignets en extension. La souris, elle, va venir se positionner sur le côté du clavier. Donc également éviter qu'elle tire sur votre bras, trop sur le côté ou trop vers l'avant. La souris vient vraiment dans le prolongement de l'avant-bras. Ensuite, un autre point important va être la distance de l'écran, environ un bras tendu. Donc là, on est correctement positionné. Et on va régler la hauteur de l'écran pour que le haut de l'écran soit au niveau des yeux. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous faire aider par une collègue. Si votre écran n'est pas réglable, on peut tout à fait utiliser des ramettes de papier. Ça fonctionne très bien, il faut juste que ce soit stable. Bien entendu, si votre écran est réglable en hauteur, ce qu'il est conseillé, vous pouvez le régler grâce au réglage. Et si nécessaire, il peut aussi exister des bras articulés pour positionner les écrans qui se fixent donc sur le bureau. Et là, vous pouvez facilement aussi régler la hauteur de l'écran. Donc là, on est arrivé à la posture de moindre inconfort que nous avons vu précédemment dans le webinaire. Voilà, maintenant vous avez vu comment régler votre siège de travail, comment bien vous positionner face à votre écran. Donc on vient de le dire effectivement. Donc la première étape, c'est d'être face à l'écran et l'écran a une distance à peu près d'un bras tendu. Donc comme on vient de le voir également, la hauteur d'écran doit être au niveau de la hauteur des yeux pour éviter les sollicitations cervicales. Il y a quand même un cas particulier qu'on rencontre assez fréquemment, ce sont pour les porteurs de verres progressifs. On a tendance à voir des gens qui vont basculer la tête en arrière tout simplement parce que la vision de près, donc un près intermédiaire, se situe dans la partie basse des lunettes. Donc si l'écran est trop haut, on va avoir tendance à basculer la tête en arrière. Et ça peut être très douloureux au bout d'un certain temps, sollicite énormément les cervicales. Si c'est votre cas, il va simplement falloir que vous réduisiez un petit peu la hauteur de votre écran. C'est-à-dire que vous allez vous placer face à votre écran, gardez la tête droite. Si vous avez besoin de basculer la tête parce que le haut de l'écran est flou, on va baisser jusqu'à ce que vous n'ayez plus cette bascule de tête à faire. Sachez quand même que ce n'est pas sur tous les verres progressifs, c'est très dépendant de la forme des verres, la taille des verres, de comment ont été travaillés les filtres. Donc voilà, il se peut que ça ne change rien, comme il se peut que votre écran soit descendu au maximum. Voire même qu'on ait besoin d'un bras articulé pour pouvoir descendre encore un petit peu plus à fleur de bureau. Si c'est le cas, ou si vous avez vraiment des difficultés à vous adapter et que vous travaillez énormément sur ordinateur, enfin sur écran, sachez qu'il existe aussi des verres vision intermédiaire, où là on n'a pas la vision de loin, donc ce qui nécessite d'avoir 2 paires de lunettes au quotidien, mais vous pouvez avoir une paire de lunettes beaucoup plus confortable pour le travail sur informatique. Donc ça peut parfois valoir le coup, donc il ne faut pas hésiter à en parler avec votre opticien. On a aussi souvent la situation où les personnes travaillent sur plus d'un écran. Donc souvent, on a quand même assez régulièrement du double écran, voire même du triple maintenant. Dans le cas où vous avez 2 écrans, la première question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a un écran qui est plus utilisé que l'autre? Si finalement vous avez 2 écrans et que vous naviguez autant sur l'un que sur l'autre, vous allez pouvoir vous placer comme sur l'image, c'est-à-dire vous centrer par rapport aux écrans, garder une distance d'à peu près un bras tendu, voire un tout petit peu plus si les écrans sont assez larges. On va avoir besoin de prendre un petit peu plus de distance pour limiter les rotations de la nuque. Vous allez pouvoir vous placer au centre de ceci, ainsi les sollicitations seront identiques entre la droite et la gauche pour les cervicales. Si vous travaillez davantage sur un écran, vous avez vraiment un écran principal utilisé peut-être à 70-80% du temps, et que votre deuxième écran est plutôt un écran de consultation, à dire où vous gardez vos mails ouverts, vous avez des petites choses, des documents que vous utilisez de temps en temps, mais pas la majorité du temps, vous allez plutôt garder le positionnement face à votre écran principal et amener l'écran de consultation sur le côté à droite ou à gauche, selon ce que vous préférez, ou ce qu'il est possible de faire, au plus proche de celui-ci. Dans les 2 cas, vous allez essayer d'atteindre en tout cas la même hauteur de réglage et avoir les mêmes réglages de luminosité et de contraste pour limiter la fatigue visuelle. Alors parfois, c'est un écran fixe et l'ordinateur portable qui fait office de deuxième écran. Donc là, il ne faut pas hésiter à le remettre à hauteur vraiment avec soit simplement des ramettes de papier ou un support d'ordinateur portable.
Et justement, dans le cas où vous travaillez uniquement sur un ordinateur portable, donc vous n'avez pas d'écran fixe, sachez que l'utilisation prolongée d'un ordinateur portable va très certainement engendrer des contraintes au niveau du dos, des cervicales, etc. Tout simplement parce que votre écran n'est pas dissocié du clavier, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir régler la hauteur de l'écran comme vous le souhaitez, ou vous allez tirer sur les bras puisque vous allez vouloir éloigner l'ordinateur, par exemple. Dans ces cas-là, si c'est une utilisation prolongée, il est vraiment conseillé d'utiliser soit une station d'accueil, soit un écran additionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme dans l'image du milieu là, revoir votre écran sur un écran fixe, donc qui va être réglable en hauteur, et vous allez pouvoir utiliser le clavier de votre portable à la distance que vous le souhaitez. Éventuellement même, l'écran du portable pourra servir de deuxième écran si c'est un écran ponctuel, on dirait. Ou alors, vous allez pouvoir mettre votre écran à hauteur, donc privilégier l'utilisation de l'écran du portable en le mettant, alors là c'est un carton, donc on peut très bien avoir des supports d'ordinateur portable, et utiliser un clavier et une souris additionnels pour pouvoir placer ces outils à la distance que vous le souhaitez. Bien évidemment, on ne rehausse pas un portable en utilisant le clavier du portable, sinon on va créer des tensions au niveau des bras, puisqu'on aura les bras en élévation. Si vous transportez souvent votre portable, selon votre activité, on vous conseille plutôt le sac à dos ou la valise à roulettes si vous n'avez pas trop de distance à faire ou d'escalier à monter. Tout simplement parce que la sacoche d'ordinateur portable qu'on porte généralement en bandoulière va vous déséquilibrer et peut vous amener des contraintes au niveau du dos. En ce qui concerne les périphériques, donc les deux principaux, la souris et le clavier. L'idéal est donc de choisir une souris adaptée à la taille de sa main, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et on va la placer vraiment dans le prolongement de l'avant-bras à côté du clavier. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette image, la souris a tendance à s'échapper vers le fond du poste. Donc on va venir tirer sur le bras n'est plus en appui et on va créer des tensions sur toute la chaîne. On va plutôt essayer de la ramener vers soi. Donc, méfiez-vous des fils qui se coincent, méfiez-vous des tapis de souris qui se baladent aussi. Et on a tendance à poser la souris dessus, même si le tapis est arrivé en fin fond de bureau. Voilà. Et puis pour le clavier, c'est pareil. Donc le clavier va être placé face à soi. Alors généralement, on est centré par rapport au pavé lettres. Et puis surtout, ne pas pousser le clavier en fond de bureau, où on va avoir tendance à allonger les bras vers l'avant et affaisser le dos. On va faire aussi attention à l'emplacement des documents papier, puisqu'on a tendance souvent à mettre les documents papier devant soi et à repousser le clavier en fond de poste. Donc souvent, on va observer des postures dos penché, on va s'affaisser sur le bureau pour prendre appui et regarder le document qui est juste devant nous. Donc on va solliciter également les cervicales. Donc finalement, on va revenir à la posture de départ qu'on souhaitait éviter, la posture d'inconfort. Il y a des outils pour ça. Si vous avez vraiment une utilisation fréquente des documents papier et que vous êtes souvent dans cette position-là, vous allez pouvoir utiliser différentes techniques. Soit si vous avez un rehausseur de portable, certains sont couplés à des porte-documents, ce qui vous permet de mettre les documents sur la partie clavier et donc de garder le clavier additionnel à proximité. À savoir que cette position des documents entre l'écran et le clavier limite également la fatigue visuelle. Donc on a vraiment tout intérêt. On peut, version système D, placer un classeur en guise de pupitre de bureau. Et puis bien sûr, si vraiment c'est fréquent, vous pouvez investir dans des vrais pupitres de bureau avec éventuellement, si nécessaire, d'annoter les documents fréquemment avec un plateau coulissant qui vous permet de ramener le document vers vous pour pouvoir annoter le document et repousser le pupitre pour pouvoir atteindre le clavier. Donc c'est vraiment des outils qui sont très intéressants. En exemple d'activité, par exemple, c'est la facturation. On voit souvent les personnes qui ont besoin d'avoir les factures papier sous les yeux, de rentrer des informations sur l'écran et puis d'annoter en plus de ça les factures une fois que c'est fait. Donc on a vraiment une alternance d'utilisation du clavier, du document, de l'écran. Donc ces outils-là sont intéressants pour garder une bonne posture pendant cette activité. D'autres outils spécifiques qui peuvent vous aider si vous avez des petites douleurs qui s'installent. Alors tout d'abord, ce sont les souris verticales qui vont là permettre de remettre la main dans sa position naturelle, puisque finalement nos souris traditionnelles nous font faire un mouvement de pronation qui vient tirer au niveau du coude, tirer sur les tendons et qui vient créer un appui au niveau du carpien. Donc la souris verticale va permettre de remettre la main dans sa position naturelle et donc de limiter ces contraintes-là. Il existe différentes formes, différentes tailles, différentes orientations de souris. Il faut vraiment essayer de trouver chaussure à son pied, enfin souris à sa main. Effectivement, entre un homme et une femme, par exemple, on peut avoir des tailles de mains différentes, même entre plusieurs femmes. Il y a certaines souris verticales sont
une gamme de 3 tailles. Donc, ça laisse du choix et dans les formes aussi. On va avoir des souris plus bombées, des souris plus longues. Donc, il faut vraiment tester plusieurs modèles avant de peut-être trouver celui qui est le plus adapté à sa main. On a les claviers compacts. Donc, ce sont des claviers où on retrouve donc, le pavé numérique intégré au pavé lettres, parce que c'est quand même souvent utilisé. Mais ce sont des claviers qui vont être beaucoup moins larges que nos claviers traditionnels. Ils sont souvent aussi plats et fins, ce qui limite l'extension des poignets. Et là, ce qu'on va chercher sur ce gain en largeur, c'est de limiter l'écartement du bras lors de l'utilisation de la souris et du pavé numérique. Donc, on va limiter les sollicitations de l'épaule. Donc, si vous avez des douleurs installées au niveau de l'épaule côté souris, peut-être se poser la question d'utiliser cet outil-là. D'autant plus d'ailleurs si ces douleurs, elles sont vraiment, alors c'est valable pour toutes les douleurs que vous pouvez avoir, si les douleurs apparaissent en fin de journée ou en fin de semaine et qu'elles disparaissent pendant les temps de repos, c'est qu'elles sont très certainement liées à votre poste de travail. Donc là, vous avez tout intérêt à essayer de rechercher des solutions. Toujours pour des problèmes d'épaule, voire même de cervicale, si vraiment le moindre écartement du bras est douloureux pour vous, ou, donc l'utilisation de la souris peut être un peu compromise, la souris traditionnelle ou la souris verticale d'ailleurs. Il existe des souris centrales qui se placent en fait devant vos claviers et là qui vont être utilisées en position de repos du bras, c'est-à-dire le coude au corps. Ces souris-là sont aussi plus facilement utilisables des deux mains. Donc si vous avez vraiment une douleur au niveau du membre droit, par exemple pour un droitier, vous allez facilement pouvoir faire quelques clics ou quelques actions de la main gauche, donc soulager votre côté droit. Et enfin, il existe des supports repose avant-bras qui vont permettre, eux, d'amener un bon appui des bras le plus en aplomb du coude possible pour vraiment soulager donc là toutes les tensions au niveau du complexe épaule-trapèze, les douleurs qu'on voit souvent, les tensions qu'on voit souvent chez les personnes qui travaillent beaucoup sur l'informatique. Donc effectivement, l'appui, on a vu tout à l'heure que l'appui, on peut le trouver sur les accoudoirs ou sur le plan de travail, mais parfois c'est insuffisant et ces outils-là nous permettent vraiment d'ajuster au mieux l'appui et de soulager vraiment cette région des trapèzes et des cervicales. Enfin, un dernier périphérique, le téléphone. Donc pour les gens qui téléphonent beaucoup, on va éviter le plus possible de coincer le combiné entre son épaule et son oreille, tout simplement parce que c'est un mouvement très délétère pour les cervicales. Donc pourquoi on fait ça? Généralement, c'est parce qu'on a besoin de garder ses deux mains libres pour écrire ou pianoter sur le clavier. Donc vraiment, si c'est fréquent dans votre activité d'avoir des appels ou que ce sont des appels de longue durée, n'hésitez pas à vous munir d'un casque téléphonique ou d'oreillettes, ou si vous êtes dans un bureau isolé, pourquoi pas d'utiliser le haut-parleur. Voilà, tout ce qui peut vous libérer les mains en fait et limiter ce mouvement délétère de coincer le combiné entre l'épaule et l'oreille. Voilà, je vais passer la parole à Lucie qui va vous parler de sédentarité. Bonjour à tous. Alors maintenant, on va parler de la sédentarité. Alors les diapos présentées sont en partie extraites du webinaire de l'INRS sur la sédentarité que je vous invite à aller regarder pour aller plus loin sur le sujet. Alors la sédentarité, qu'est-ce que c'est? Donc elle est définie comme une posture assise ou allongée qui est maintenue dans le temps et qui est associée à une très faible dépense énergétique. Donc on peut voir sur les illustrations des exemples où il y a une présence de posture sédentaire, donc un travail de bureau classique devant un écran. Les réunions aussi qui sont très souvent réalisées en posture assise. Une personne en télétravail qui est en posture assise sur son canapé. Alors, à l'inverse, 3 autres illustrations où cette fois, il n'y a pas de posture sédentaire. Donc, une personne qui travaille à son bureau sur un vélo. Une personne qui travaille debout avec un bureau réglable en hauteur. Et un garagiste qui travaille en posture allongée, mais qui a une dépense énergétique suffisamment élevée pour ne pas être en posture sédentaire. Il est important de connaître également, c'est qu'il va y avoir en fait une différence entre la sédentarité et l'inactivité physique. Donc la posture sédentaire, donc on a vu que c'était une posture assise ou allongée, maintenue dans le temps et associée à une très faible dépense énergétique en situation d'éveil. L'inactivité physique, c'est elle la non-atteinte des recommandations par semaine qui est de 2h30 d'activité modérée ou 1h15 d'activité intense ou une combinaison de celles-ci. C'est possible d'être en posture sédentaire au travail et d'être physiquement actif hors du travail. Donc, par exemple, être assis devant un écran la journée et le soir en respectant les recommandations en matière d'activité physique par semaine.
À l'inverse, il est possible de ne pas être en posture sédentaire au travail, donc si on a une activité physique qui demande des efforts physiques, des déplacements, et d'être physiquement inactif hors travail, donc par exemple si en dehors du travail, on est assis sur son canapé. Ce sont donc bien deux notions qui sont différentes. Les postures sédentaires sont donc un facteur de risque indépendant du niveau d'activité physique. Ça veut dire qu'une activité physique importante ne va pas compenser les effets néfastes des postures sédentaires. Donc, bien sûr, on est en meilleure santé en réalisant une activité physique, mais ça ne compense pas en fait tous les effets néfastes de la sédentarité. On peut comparer par exemple avec la consommation de fruits et de légumes et le tabagisme. Donc, en mangeant des fruits et des légumes, bien sûr, on est en meilleure santé, mais cette consommation de fruits et de légumes, elle ne va pas compenser les effets néfastes du tabac. Pour limiter les effets de la santé des postures sédentaires, il ne faut pas augmenter la pratique d'activité physique, il faudra plutôt mettre en place des mesures permettant la réduction de ces postures sédentaires. Alors, les postures sédentaires peuvent entraîner de nombreux effets sur la santé. Donc, des études ont montré que les personnes en posture sédentaire présentaient un risque accru de survenue de certaines formes de cancer, de développement d'obésité, diabète de type 2. D'autres études ont également montré un lien entre les postures sédentaires et la survenue des TMS et des effets sur la santé mentale. Alors, les mécanismes à l'origine de ces différents effets sont des perturbations du métabolisme énergétique induits par le maintien d'une faible dépense énergétique, des perturbations du système cardiovasculaire, donc par exemple une réduction du flux sanguin, une compression également du diaphragme et des intestins du fait de la posture à 90 degrés entre les cuisses et le tronc, induisant donc une perturbation de la respiration et de la digestion. Également une augmentation de la pression des disques intervertébraux du fait de la courbure du dos dans cette posture. Donc voici des exemples de perturbations provoquées par les postures sédentaires qui entraînent donc des effets importants sur la santé. Alors voici un schéma qui reprend donc d'un côté ce qu'on a vu, donc les effets délétères de la sédentarité sur le salarié. Donc on a vu sur la diaporama précédente des risques au niveau de la santé mentale, des TMS, de l'obésité, du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Et ces effets engendrent également des effets délétères sur l'entreprise, donc avec pour conséquence un risque d'absentéisme, de désorganisation des équipes, de perte d'efficacité, de savoir-faire, de la dégradation du climat social de l'entreprise, de la réputation de celle-ci et bien sûr des difficultés financières. L'objectif va donc être de réduire les temps passés en posture sédentaire. Donc pour ça, il faut limiter la durée de chaque période passée en posture sédentaire. Donc idéalement se lever et rompre les postures sédentaires toutes les 30 minutes. Également limiter la durée quotidienne du temps passé en posture sédentaire. Donc idéalement, il faut passer moins de 5 heures par jour en posture assise. Alors concrètement, comment on peut faire? C'est de revoir l'organisation de son activité, par exemple en alternant les tâches qui peuvent se réaliser en posture sédentaire avec des tâches qui vont pouvoir se réaliser debout en marchant. Donc par exemple, il est possible de passer un appel téléphonique debout en se déplaçant. On peut également alterner les postures, donc certaines tâches peuvent se réaliser en posture debout. Donc par exemple, un travail de bureau devant un écran peut se réaliser en posture debout avec un bureau bien sûr qui se règle en hauteur. Et également s'octroyer des pauses actives. Ce qu'on peut faire également, c'est d'aménager son environnement de travail de façon à se déplacer régulièrement et rompre le maintien des postures sédentaires. Par exemple, en éloignant l'imprimante, le café du poste de travail, en installant des mobiliers hauts pour les réunions et les pauses, pour éviter vraiment d'être en posture assise. Au poste de travail, donc pour alterner entre les postures sédentaires et les autres postures, on peut mettre en place, par exemple, des plans de travail qui se règlent en hauteur. Ce qu'on peut faire également, c'est agir en matière de sensibilisation et d'information et combattre l'idée socialement ancrée selon laquelle la posture assise doit nécessairement être la posture à adopter dans de nombreuses activités. Donc voici quelques documents que je vous invite à aller consulter, donc qui reprend ce qu'on a dit dans ce webinaire. Ces documents sont en lien sous la vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Bonne installation à votre poste.